Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui on est sur un événement hybride, le totem. Hybride parce que face à moi j'ai un public. C'est rare qu'on ait un public en présentiel ici. Boulevard Haussmann, en tout cas ça fait 1 an et demi qu'on n'en avait pas eu pour le totem. Et en ligne, vous êtes près de 500 à vous être inscrits. Donc bonjour à tous dans la caméra et bonjour à vous dans la salle. Bienvenue pour ce totem. Les totems sont des conférences qui sont accueillies par BPI France Le Hub, des conférences qui se veulent inspirationnelles et qui ont été montées avec Ouzbek Erika. Ces conférences-là donc, sont accueillies ici, Boulevard Haussmann, par BPI France Le Hub. BPI France Le Hub, très rapidement, c'est une équipe d'opérationnels qui travaille avec les fonds d'investissement en innovation de BPI France et qui, au quotidien, accompagne les startups dans leur challenge de mise en place métier suite à leur levée de fonds. Donc, quand elles ont été investies par nos fonds d'investissement, on prend du temps avec elles au quotidien pour les accompagner. Alors aujourd'hui, sans trop déflorer le sujet, puisque par la suite, vous serez rapidement briefé par Florie, on va traiter des sujets très RSE principalement, en tout cas de ce qu'on appelle les données extra-financières et questionner leur valorisation et la façon avec laquelle on les intègre dans la valorisation, en tout cas le regard et la consistance qu'on donne à une entreprise. Avant donc de laisser Florie rentrer sur scène et les speakers qui l'entoureront, je veux aussi vous inviter à nous suivre parce qu'on organise donc ces conférences totem régulièrement et la prochaine aura lieu le 24 novembre. Donc à nouveau dans un format idéalement hybride et peut-être un jour de plus en plus physique. En tout cas, on l'espère. Florie ? Merci beaucoup Claire. Bonne session. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau totem. Je suis donc Florie de Bayeux, je travaille pour Ouzbek Erika, le média qui explore le futur, je ne sais pas si vous connaissez. Lors des totems, Ouzbek Erika et BPI France Le Hub souhaitent aborder des sujets concrets pour faire avancer les entreprises et la société de manière générale dans leur réflexion sur les grands enjeux d'avenir. La dernière fois, nous nous posions la question d'un commerce en ligne plus éthique. Vous pouvez accéder au replay sur le site des totems et aussi lire sur la plateforme ouzbekerika.com le compte-rendu et les quelques pistes de réflexion qu'on a pu faire lors du dernier totem. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois technique, qui est la finance, mais également de repositionnement des entreprises par rapport à la société et à leur impact sur celle-ci. La question aujourd'hui, comme le disait Claire, et pour vous redonner la question exacte qui était posée lors de ce rendez-vous, c'est comment intégrer des indicateurs extra-financiers dans la valorisation des entreprises et l'évaluation des projets entrepreneuriaux. Depuis plusieurs années déjà, avec la RSE, mais également avec le concept d'entreprise à mission, on se pose la question, on a envie d'aller plus loin. Il y a une réelle prise de conscience qui est en cours sur la nécessité de repenser la place de l'entreprise dans la société et leur rôle, le rôle qu'on a envie de leur donner et qu'on leur demande de jouer aussi pour la construction d'un monde plus juste, plus propre et plus en ligne avec les enjeux qui font venir. Et bien sûr, le secteur de la finance, mais aussi la finance d'entreprise, a lui aussi, on a pris le pas de repenser le travail qui est le sien. Alors comment font les investisseurs pour bien prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ? Est-il possible d'harmoniser des indicateurs ESG ? Ces indicateurs sont-ils corrélés avec la performance économique des entreprises ? Est-il possible d'aller plus loin encore face à l'investissement et à l'impact positif ? C'est ce que nous aimerions aller creuser dans cette discussion et vous proposer à la fois un état des lieux sur le sujet, un point sur l'avancée en matière de critères ESG et le retour d'expérience de plusieurs entreprises, de plusieurs personnes qu'on a invitées aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi 4 invités que je vais appeler sur scène et qui vont s'installer avec moi ici. Alors tout d'abord, nous recevons Christophe Tibergueux, professeur à l'ESCP, spécialiste de la finance, auteur de plusieurs livres, dont un à paraître, Finance durable. Bonjour Christophe. Bonjour Florie. Nous avons également avec nous Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance. Bonjour Lucie. Notre troisième invitée est Awa Dramé, directrice marketing de Brousse, l'agence d'intérim 100% digital et 100% mobile. Bonjour Awa. Bonjour. Et enfin avec nous Philippe Planton, directeur financier de WeMaintain, le service de maintenance d'ascenseurs. Bonjour, merci de nous accueillir. Bien sûr, vous pourrez tout au long de notre conversation, à la fois sur Livestorm, poser vos questions. Et on prendra aussi les questions. On a posé un SOS sur la plateforme Ouzbek Erika, donc on a déjà des questions en avance de notre communauté. Et je prendrai les questions de la salle en fin de conférence. Comment intégrer des indicateurs extra-financiers dans la valorisation des entreprises
et l'évaluation des projets entrepreneuriaux. Pour traiter de ce sujet, je vous propose dans un premier temps de bien définir ensemble où nous en sommes de ces indicateurs et des critères ESG. Et en effet, parce que les régulateurs et l'opinion publique sont de plus en plus sensibles à ce sujet, et pourtant on se perd dans un foisonnement de labels, de critères différents, de classements, de scores. Il est difficile de rendre ces éléments tangibles, surtout en finance. Alors peut-être pour commencer, ma première question, Christophe, est pour toi. Dans la finance d'entreprise actuelle, vous voyez des mouvements que je dirais qui vont dans le bon sens. Comment analyses-tu ce changement pour intégrer ces indicateurs extra-financiers ? C'est une excellente question, Florie, merci. Ça nécessite peut-être un petit flashback. Dans la finance d'entreprise classique, un outil qui est très souvent utilisé, c'est le couple risque-rentabilité. Si je ne veux pas courir beaucoup de risques, je place mon argent sur un livret A. Ça va me rapporter des clopinettes, mais le couple risque-rentabilité est faible. Faible risque, faible rentabilité. Par opposition, si je suis confronté à un projet d'investissement dans mon entreprise qui a un risque élevé, eh bien forcément je vais demander une rentabilité plus élevée, tout simplement pour me rémunérer et pour compenser ma prise de risque, le risque que le scénario ne se passe pas comme je l'avais espéré ou que je perde l'intégralité de mon capital. Et donc ce couple risque-rentabilité, il drive toute la finance classique, mais le problème c'est qu'il n'intègre pas ou très peu des critères ESG, des critères extra-financiers. Ce qui veut dire par exemple que si dans une entreprise on a un projet numéro 1 qui est vert, qui utilise des énergies renouvelables, qui fait peu d'émissions de CO2 et qui contribue au bien-être des salariés et qui a un certain couple risque-rentabilité. Et on a un deuxième projet d'investissement alternatif qui, lui, a un couple risque-rentabilité légèrement meilleur. Mais en revanche, ce deuxième projet, il est très polluant. C'est une catastrophe sociale. Il va y avoir des licenciements massifs où on va exploiter des populations locales dans des pays en développement. Eh bien, le financier classique, il va prendre le projet numéro 2. Et donc, le critère extra-financier n'est pas capté. Dans ce cas, moi, ce que je propose 2 stratégies possibles. La première stratégie, c'est de dire il faut passer d'un couple risque-rentabilité à un trépied. Risque, rentabilité, durabilité. Et du coup, on a un triangle. Et il va s'agir d'équilibrer ce triangle. Par exemple, un projet très polluant devra payer pour cette pollution, ce qui va contribuer à faire baisser sa rentabilité. Donc, mauvaise durabilité, rentabilité plus faible. Par opposition, un projet qui est bénéfique, qui respecte des critères ESG, très souvent aura un risque inférieur. Donc, si on raisonne sur un triangle, on peut intégrer ce critère extra-financier. On a une autre stratégie qui est possible et que les financiers classiques apprécieront, c'est on leur dit « Messieurs les financiers, ne vous inquiétez pas, on garde votre couple risque-rentabilité. En revanche, on va essayer d'intégrer soit dans le risque, soit dans la rentabilité, les éléments extra-financiers. » Alors les intégrer dans le risque, c'est compliqué en finance, pour des raisons qui sont que les modèles financiers sont fondés sur des portefeuilles dans lesquels c'est très difficile d'intégrer ce risque de manière numérique. En revanche, intégrer ça dans la rentabilité, calculer une rentabilité ajustée ou élargie, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, le sens que moi je vois, c'est que historiquement, les actionnaires et les investisseurs avaient un seul profil, que j'appelle le profil de maximiseur, c'est-à-dire ils suivaient le couple risque-rentabilité. Pour un niveau de risque donné, ils voulaient obtenir la rentabilité maximale, des maximiseurs. Mais on constate depuis plusieurs années qu'il y a un second segment d'actionnaires qui se développe, que j'appelle des optimiseurs. Ceux-là, ils suivent un trépied, risque, rentabilité, durabilité, et dans leur demande, ils demandent un certain équilibre dans ce triangle. Et les deux populations coexistent, et ce n'est pas gênant, c'est une transition. Donc, pour moi, ce trépied, c'est une manière d'inclure de l'extra-financier à côté de 2 critères qui, eux, sont très financiers, le risque et la rentabilité. Merci, c'est très clair. Peut-être pour être dans le concret, Philippe, je m'adresse à toi. Côté WeMaintain, vous avez utilisé ce trépied et vous avez intégré des indicateurs extra-financiers. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que vous avez intégré chez vous ? Oui, alors merci pour bien comprendre la démarche. En fait, je présente 1 minute l'activité de WeMaintain. Donc on est une start-up qui a été créée en 2018 et on offre une alternative
aux propriétaires ou aux exploitants d'immeubles pour gérer toute la maintenance régulée, c'est-à-dire la maintenance des équipements réglementés, en particulier les ascenseurs. Donc on a commencé sur l'ascenseur. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont sur place aujourd'hui, vous avez certainement utilisé les services de WeMaintain. Exactement. Et d'ailleurs, on est en train de rénover entièrement tous les ascenseurs de cet immeuble, donc ça fait très plaisir d'être là. Et ça fait peut-être très plaisir d'être chez BPI France, qui est un de nos actionnaires. Donc on offre une alternative. Alors pourquoi une alternative ? Parce que c'est un secteur qui est dominé par un oligopole de 4 géants mondiaux essentiellement. Il y a aussi localement des tas de PME qui sont parfois d'ailleurs sous-traitants de ces 4 gros. Et c'est un secteur qui notoirement offre un service qu'on va pouvoir qualifier de non optimal, enfin en tout cas souvent assez critiqué, qui n'a pas beaucoup de considération pour ses techniciens, pour les gens qui exercent le métier, et dans lequel il y a clairement un gros déficit d'innovation et de créativité. Et WeMaintain a été créé à partir de ce constat, c'est-à-dire on peut faire mieux. On peut offrir un meilleur service, plus attentionné. On peut offrir des données à nos clients. On peut offrir une expérience utilisateur. C'est ce que font les startups. On part de l'expérience utilisateur. On va offrir à la fois aux clients et aux techniciens une interface beaucoup plus pratique. Et on va offrir des meilleures conditions de travail aux techniciens. Et donc, c'est à partir de là que WeMaintain a été créé. Ça veut dire que la mission et les critères ESG sont quelque part à l'origine de la création de l'entreprise. Depuis 2019, on est une entreprise à mission, donc c'est dans nos statuts. J'entendais parler du trépied, et effectivement, les décisions chez WeMaintain, c'est une chose qui m'a frappé en arrivant, c'est que parfois les valeurs sont un peu affichées au fronton de l'entreprise, mais pas forcément partagées par tout le monde, et puis on entend un certain scepticisme, un certain cynisme dans l'entreprise parfois, ce que j'ai jamais entendu. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais je l'ai jamais entendu. Il y a un trépied, alors chez nous, c'est plutôt stratégie... stratégie, mission, valeur et finance. Et si on n'a pas les 3 critères, c'est que quelque chose ne va pas. Autour de la mission, on a nos valeurs qui sont alors ça, en anglais, c'est care, grit et uniqueness. En français, on traduit par l'attention portée aux autres, la ténacité et puis la singularité. Chacun vient s'exprimer et qui il est et exprime son potentiel de façon individuelle. Et on a dans le cadre de la mission un comité de mission qui intègre des investisseurs, dépendants du board, des clients, des techniciens, des salariés. C'est un à chaque fois. Voilà. Et puis on a un comité de pilotage en interne qui travaille justement. Alors c'est encore embryonnaire, mais on travaille sur le déploiement d'indicateurs. On a choisi 6 axes qui sont la diversité, les conditions l'environnement de travail des salariés, les conditions de travail des techniciens, la rémunération des techniciens. Je vais forcément en oublier l'impact environnemental et la formation. Voilà. Et donc sur ces indicateurs-là, là où on est le plus avancé, c'est la diversité. On avance sur ces différents chantiers pour créer des indicateurs qu'on va essayer d'intégrer à nos OKR, c'est-à-dire aux objectifs des équipes, etc. Et en plus, tu es là en tant que directeur de la finance. Et je suis là, directeur de la finance. Donc oui, on va essayer d'intégrer ces indicateurs dans les tableaux de bord des différentes équipes et puis surtout dans nos rapports, dans nos relations avec le board. On parlera des investisseurs peut-être plus tard, mais clairement, c'est au cœur de la mission de l'entreprise. Merci beaucoup Philippe. Ouais, je me tourne pas parce que je suis déjà vers toi, mais peut-être toi aussi, tu peux nous raconter un peu chez Bruce les indicateurs extra-financiers que vous avez pu mettre en place. Également, pour mettre un peu de contexte, Bruce, c'est une agence de recrutement digital. On est spécialisé dans les contrats courts dits de flexibilité, donc CDD et intérim. Donc, pour faire simple, on met en relation des talents qui sont en recherche de mission avec des entreprises qui ont des recrutements à faire. Et ça, on le fait de la façon la plus éthique qui soit. En gros, aussi, on a une mission qui est très forte, qui est de rendre le monde de l'emploi plus juste et plus efficace. Et pour ça, on s'appuie sur nos 2 piliers qui sont d'un côté la technologie, avec un algorithme de matching qui permet de retirer les biais au recrutement. Et de l'autre, le pilier humain, avec nos chargés de recrutement qui, eux, font passer des entretiens et sont rompus aux techniques de recrutement non discriminantes. Donc chez Bruce aussi, très tôt, on a voulu se structurer par rapport à ça. Et en tant que start-up, on a très vite créé une fonction RSE qui est chez nous rattachée à la fonction RH. Et cette fonction RSE, pour nous, c'était une façon non seulement d'aller chercher des partenariats avec des partenaires emploi, mais également d'aller chercher des labels. Et pour nous, les labels, c'est une façon de se structurer, de mesurer l'impact qu'on a.
parce que les labels nous permettent de nous hisser un certain standard global sur des critères qui sont globaux. On a par exemple cherché le label EcoVadis, Global Compact des Nations Unies. On fait partie du Climate Act parce que l'environnement est aussi un de nos piliers dans cette fonction RSE. Et donc ça nous permet, nous, de nous structurer, de chiffrer et aussi, en étant start-up, d'aller chercher un certain niveau d'excellence. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, sur les indicateurs aussi, ce que nous, on mesure et ce qui est le plus important pour nous, c'est aussi l'impact qu'on a. Et cet impact, il se mesure à travers les publics éloignés de l'emploi. Dans quelle mesure est-ce on les amène vers l'emploi? Et on regarde ça sur notre base talent. À titre d'exemple, sur les quartiers villes prioritaires, nous, en mission, ça représente 13% des personnes qu'on place versus 5% de la population active. Et donc ça, ce sont des critères très importants pour nous et des indicateurs qu'on mesure et qui, pour nous aussi, font du sens parce qu'on a une mission très forte chez Bruce, comme je l'ai dit. Pour creuser un peu, finalement, les indicateurs que vous avez mis en place, tu l'as un peu dit, mais je rebondis dessus pour souligner, c'est un peu inhérent au cœur de votre métier, à ce que vous êtes et comment vous vous êtes créé. Et est-ce que c'est venu parce que c'était justement dans le cœur de votre métier ou parce qu'il y avait un besoin de répondre à des attentes investisseurs ou clients? Alors, c'est complètement inhérent à notre métier, à ce qu'on fait. Nous, on a choisi de se lancer sur le monde du recrutement et plus précisément de l'intérim. Et c'est un monde qui était jusqu'ici, on va dire, jusqu'à ce qu'on se lance, parce qu'on est l'un des pionniers de l'intérim digital, dominé par des acteurs traditionnels avec des agences physiques. Et nous, on a décidé de le faire de façon 100% digitale, 100% mobile, mais aussi en portant nos valeurs. Donc ça, c'était très important pour nous. Et donc, c'est inhérent au business, c'est inhérent à ce qu'on fait et proche de nous. Et à titre d'exemple aussi, quand je fais passer des entretiens, la plupart des gens qui arrivent chez Bruce, c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont allés sur notre page Welcome, sur notre site internet et se reconnaissent dans nos valeurs. Et aussi, ce sont nos top performers chez Bruce, c'est des gens qui sont prêts à aller au-delà de ce qu'on leur demande pour accompagner les talents, accompagner les clients et surtout les talents. Parce que souvent, une fois de plus, on a aussi des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi qu'on essaye de ramener vers l'emploi. En ce qui concerne les investisseurs, un de nos investisseurs principaux, c'est Sophie West. Et Sophie West, si vous allez sur leur site, il y a Humain et Capital. Donc rien que ça, on sait que le choix d'investir dans Bruce, c'est parce qu'on porte ses valeurs et donc ça parle. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui regardent ces critères d'impact social et qui les prennent en compte dans leur choix d'investissement. Merci. Philippe, je reviens vers toi simplement en rebondissant sur ce que Awad vient de nous dire parce que déjà, ça fait pas très longtemps que tu es chez WeMaintain et du coup, tu as une expérience avant ailleurs que tu peux peut-être nous partager un petit peu. Est-ce qu'on peut harmoniser tous les critères pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que ça soit complètement inhérent au métier, au cœur d'activité de la start-up ou de l'entreprise globalement qui est touchée, quoi? Est-ce que tu peux nous partager un peu de... Pour moi, s'il n'y a pas de lien avec le cœur de l'entreprise, ça risque de ne pas être très mobilisateur et ça risque de ne pas servir à grand-chose, si ce n'est faire de l'affichage. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe qui s'appelle Lafarge, qui a été un des pionniers du développement durable et qui a assez vite compris que s'il voulait exister, continuer à exister, il fallait traiter un certain nombre de problèmes qui étaient inhérents à son industrie et donc avait des indicateurs ESG ou CSR qui étaient extrêmement liés sur la réhabilitation des carrières, sur les programmes de gestion des communautés aux alentours des usines, etc. Très, très tôt à intégrer ces indicateurs-là, mais c'était des sujets de performance inhérents à l'activité. Ou la sécurité dans les usines, par exemple, c'était quelque chose d'essentiel. Et donc, pour moi, s'il n'y a pas un lien avec un lien assez direct avec le business, on risque d'être un peu dans l'affichage et le greenwashing. Et c'est quelque chose qui me paraît assez essentiel. C'est pour ça que ce que je vis aujourd'hui, je l'ai vécu dans d'autres entreprises. J'étais pendant quelques temps à La Ruche Kiliwi, qui est une entreprise qui a été créée sur une mission de mieux nourrir, de permettre aux agriculteurs de mieux vivre, etc. Là, en ce moment, ils fêtent leurs 10 ans. Vous pouvez regarder sur leurs réseaux sociaux. Ils ont des mesures assez concrètes de leur impact. Et c'est extraordinaire. Et c'est réel, c'est authentique. Après, il y a eu des moments dans la vie de l'entreprise où il ne faut pas le séparer de la performance économique. Parce que j'avais l'habitude de dire, on avait parfois des gens qui se focalisaient uniquement là-dessus et qui oubliaient que si on veut avoir de l'impact, la première condition, c'est d'exister et de pouvoir prendre ses décisions de façon indépendante. Et
savent faire attention à ça. Donc tout ça je pense que c'est très important pour que ce soit congruent et que ce soit connecté. Donc, difficile de transposer un modèle sur un autre. Quoi. Oui, alors après, il y a des choses qui sont universelles. Oui, bien sûr. Lucie, je me tourne vers toi. Enfin, pardon. De ton côté, tu as créé l'ONG Reclaim Finance. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse et pourquoi cette organisation et peut-être du coup comment tu fais le lien un peu avec tout ce qu'on vient de nous raconter? Volontiers. Moi, ça fait 8 ans que je travaille sur les questions liées à la finance et au climat. Donc concrètement, comment les banques, les assureurs, les investisseurs réchauffent la planète en finançant des activités polluantes comme les énergies fossiles, qui sont les principaux responsables de la hausse des émissions de gaz à effet de serre et donc alimentent le réchauffement de la planète. Je voyais bien qu'il y avait quand même une place à prendre au niveau des ONG, puisque au niveau des ONG, on travaille souvent au niveau des États, extrêmement important, et notamment dans la régulation des sujets dont on parle aujourd'hui ou du secteur financier. ONG qui travaille également en direction des grandes entreprises, des corporates directement, mais pas forcément au niveau de la finance. Et d'un point de vue très... si on est un petit peu bon en maths, voire maths niveau 1 au 1, niveau 0, on comprend vite que c'est assez intéressant de s'intéresser à la finance, puisqu'on est dans un contexte d'urgence climatique, on a très très peu de temps pour opérer des transformations extrêmement profondes dans nos modes de consommation et de production. Et on a malheureusement des milliers de projets qui sont sur la table aujourd'hui, qui vont voir le jour et qui sont totalement incompatibles avec notre budget carbone. Et on a un nombre encore plus important d'infrastructures qu'il va nous falloir fermer dans un temps très court, en anticipant tous les défis qui y sont liés, notamment la conversion des salariés. On n'a pas le temps de s'attaquer à ces milliers de projets. Et puis finalement, quand on gratte, on voit que c'est toujours les mêmes trentaines de banques, la même vingtaine d'assureurs. Donc c'est assez intéressant finalement d'aller toquer à la porte directement de BNP Paribas, de Crédit Agricole, Société Générale. Peut-être rappeler qu'on a le 4e secteur bancaire au monde en France. Donc on a un levier d'action extrêmement intéressant. Donc d'où Reclaim Finance, qui a un nom anglais parce qu'on ne travaille pas que en direction des acteurs français, mais aussi au niveau international. Et concrètement, on fait 3 choses. Les gens ont fait beaucoup de recherches et d'analyses pour aller décortiquer la réalité de leur portefeuille de financement et d'investissement, et pour pouvoir aussi regarder ce qui se passe du côté des énergies fossiles concrètement, ou des acteurs qui sont liés à la déforestation, pour pouvoir après faire le lien entre ces deux mondes et présenter des propositions réalistes et en même temps ambitieuses aux acteurs financiers pour opérer ces transformations. Donc après, on va aussi beaucoup dialoguer avec les acteurs financiers pour leur présenter tout ça. On va s'asseoir autour de la table, on va en accompagner certains dans l'adoption de nouvelles pratiques. Et comme ça suffit généralement pas, ou en tout cas c'est très lent, et ben on va jouer notre rôle d'ONG. Donc par exemple aujourd'hui, vous verrez Le Monde de demain, la une du Monde sera sur une recherche qu'on a publiée aujourd'hui sur les investissements et les investissements aux entreprises qui développent de nouveaux projets dans la zone arctique, donc dans la zone qui joue le rôle de climatiseur de notre planète, qu'il faut absolument protéger, et où on a des entreprises comme Shell, comme Total, qui aujourd'hui développent des nouveaux projets. Donc on fait ces 3 choses-là. Sur l'ESG, il faut quand même le dire, ou les critères extra-financiers, on a une approche extrêmement critique. Critique parce qu'on entend tout. Et tout, et ça l'a été mentionné, il va y avoir beaucoup d'affichage, il va y avoir beaucoup de greenwashing, il va y avoir beaucoup de reporting ESG qui va être fait, qui va consister à cocher les cases. Et il faut quand même rappeler qu'au niveau financier, on est en France pionnier du reporting climat. On est pionnier de l'intégration ESG. On a commencé à se poser la question du reporting au niveau entreprise sur des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, il y a plus de 20 ans. Et pareil, après, au niveau du secteur financier, avec la loi sur l'article 173, qui est aujourd'hui l'article 29, etc. Donc on est pionnier sur ces questions-là, mais on est pionnier aussi du financement aux énergies fossiles, puisque au niveau européen, la place financière de Paris, c'est celle qui a augmenté le plus ses financements aux énergies fossiles depuis que l'accord de Paris a été adopté. Donc on voit bien que là, il y a un problème. On le voyait déjà avant avec l'ISR. Si vous regardez ce qui se trouve dans les produits labellisés ISR, et donc encore une fois, on voit qu'on peut
avec un mot dire une chose et son contraire, parce que les labels, il y a tout, on va avoir du bon et du mauvais. Et ben, le label ISR, qui est pourtant un label d'État, nous on a regardé l'intégralité des produits, enfin une grosse partie, en tout cas ceux sur lesquels on avait accès à l'information, des produits ISR commercialisés en France, et on s'est rendu compte que dans 94% de ces produits, c'est un gros chiffre, nous allions trouver des entreprises qui sont soit des marchands d'armes ou des producteurs d'énergie fossile ou des entreprises associées à des énormes scandales ou controverses en matière de droits de l'homme, de respect du droit des salariés, etc., etc. Donc concrètement, vous pouvez avoir un produit ISR et investir dans Lockheed, dans Total, dans Amazon. Voilà. Donc il y a quand même un problème. Et donc pour nous, l'ESG, ça devrait être un socle minimum. On va dire, il faut s'en réjouir qu'on ne regarde pas seulement la performance financière. Malheureusement, aujourd'hui, on fait de l'intégration ESG toujours dans une logique de performance ESG. On est dans une logique pour l'ISR d'évaluer la performance ESG, d'enlever les 20 plus mauvaises valeurs, et puis on va essayer de surperformer par rapport à l'indice de référence, mais on est surtout toujours dans une logique financière. Et donc moi, là, j'aime bien l'idée du trépied, parce que dans l'idée du trépied, vous l'avez mentionné, vous avez mentionné le fait que le caractère durable, il va falloir le payer. Et que malheureusement, c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que les acteurs vont faire de l'ESG, vont regarder de l'impact, etc., si ça leur coûte pas plus cher. Mais dès lors que ça leur coûte plus cher, ils vont pas le faire. Et si ça leur coûte pareil, eh ben ils vont faire des choses très bien, parce que ça fait joli sur les plaquettes de communication. Mais ils vont aussi continuer les choses pas bien qui leur rapportent quand même beaucoup d'argent. Et donc là, ça montre bien qu'il y a un acteur qui manque dans ce panel, c'est le régulateur. Que fait le régulateur pour éviter de tomber dans le greenwashing et pour forcer à avoir des cadres de référence minimum et s'assurer que lorsqu'un acteur utilise les 3 petites lettres ESG, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, ça, ce serait extrêmement important. On voit qu'il y a des choses qui avancent, mais pas du tout assez vite au niveau de l'Union européenne. Peut-être qu'au niveau des régulateurs qui viennent après les gouvernements, on peut s'attendre à avoir des avancées. On a eu dernièrement DWS qui a été sanctionné en Allemagne pour fait de greenwashing avéré sur la commercialisation de certains fonds. Bon, voilà, ça, c'est des avancées et qu'on espère être plus nombreuses, voire plus nombreuses demain. Merci Lucie. C'est très intéressant. Du coup, une très bonne transition sur ma seconde partie. Je voulais justement qu'on parle un peu de futur, de ce qui avance, de ce qui avance pas. Et pour retourner vers Christophe, parce que tu as mentionné le trépied, Christophe, selon toi, est-ce que c'est possible d'intégrer, est-ce que tu peux nous raconter ta manière de voir la comptabilité durable et ce que c'est Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode CARE, mais on peut en effet parler de comptabilité durable en l'opposant à la comptabilité classique, de la même manière que j'oppose la finance durable à la finance classique. On prend une entreprise qui produit des produits chimiques et qui, pour cela, a implanté son usine juste à côté d'un fleuve. Et le fleuve sert au refroidissement des installations et des circuits de production de cette usine. En comptabilité classique, on ne peut pas mettre le fleuve au bilan de cette entreprise parce que l'entreprise n'a pas un titre de propriété du fleuve. Mais si on raisonne en comptabilité durable avec la méthode CARE, en fait, on a un élément, le fleuve, qui contribue à l'activité économique de cette usine et donc de cette entreprise, qui lui apporte des services et qui fait partie de son activité. Donc en comptabilité durable, on va inscrire l'actif fleuve à l'actif du bilan de la société. Alors la comptabilité est bien faite, l'actif doit être égal au passif, sinon le comptable il va en prison. Donc si on a augmenté l'actif, il faut qu'on ait une contrepartie au passif. Et la contrepartie qui apparaîtra au passif en comptabilité durable, ça sera le fait que en fait, l'usine, elle emprunte le fleuve. Donc c'est une dette. Et cette dette, elle est vis-à-vis de qui ? Elle est soit vis-à-vis des collectivités locales qui sont desservies par le fleuve, les familles, les individus, soit c'est une dette vis-à-vis des générations futures, soit enfin c'est une dette vis-à-vis de Mère Nature. Et là, ça devient passionnant. Parce que dès qu'on parle de dette, on parle de coût de la dette. Et donc, on a 2 aspects en comptabilité durable. J'ai pris qu'un exemple, mais il y a d'autres exemples, par exemple avec les droits d'émission de CO2. Avec l'exemple du fleuve, on voit que ça va nous faire revisiter déjà la notion de rentabilité des entreprises, et notamment la notion de rentabilité de l'actif. Parce qu'on n'a pas créé un actif,
on a fait apparaître dans l'actif de la société quelque chose qui n'apparaissait pas. Donc on surestimait la vraie rentabilité de cette société en n'incluant pas le fleuve. Et du côté du passif, en comptabilité classique et en finance classique, il n'y a que 2 ou 3 modes de financement des entreprises. Il y a les actionnaires qui m'apportent des capitaux propres, il y a les banquiers qui m'apportent des dettes financières. Là, on a une dette écologique, sauf que Mère Nature, ce n'est pas une banquière. Elle ne demande pas un taux d'intérêt élevé, elle demande juste un coût d'entretien du fleuve. Et donc l'entreprise va devoir mettre dans sa comptabilité le coût de maintenance du fleuve. Par exemple, le filtrage des eaux qu'elle rejette dans le fleuve, par exemple, la réintroduction d'espèces de poissons. Et ce coût, il sera bien inférieur à un taux d'intérêt sur dette. Mais donc, globalement, ça devient passionnant parce que ça veut dire que le coût du financement des sociétés pourrait même baisser si on intégrait ces ressources en comptabilité durable. Merci Christophe, c'est très clair. Lucie, tu veux peut-être rebondir sur ce qu'il a dit et peut-être j'avais une question après sur un peu ta vision long terme aussi de ça, et si c'est possible justement d'avoir ces entreprises, ces investisseurs, ces financiers qui réussissent à intégrer à la fois ça et à voir plus long terme. Je trouve que la comptabilité durable, c'est extrêmement intéressant. Alors, on n'y est pas du tout, quand même. Il faut, là, pour l'instant, on est au niveau de la théorie. Il n'y a pas beaucoup, voire zéro entreprise aujourd'hui qui la pratique. Mais c'est intéressant parce que sur la notion de dette, bien entendu, on tombe sur généralement ce qu'on appelle au niveau financier la double matérialité. On parle pour les acteurs financiers, au début, lorsqu'ils ont souhaité se poser la question des impacts ESG, des risques ESG, on est bien sur une logique de regarder comment ça peut nous impacter, nous, acteurs financiers, et notre performance financière. Au niveau des banques centrales, vous allez avoir la même approche. Les banquiers centraux ont un mandat qui est la stabilité du secteur financier. Donc ils vont regarder comment le dérèglement climatique peut entraîner des risques d'instabilité du secteur financier. Mais on n'est pas du tout dans une logique de peut-être qu'il faudrait se poser la question de prévenir le dérèglement climatique en premier lieu, et donc de regarder comment l'acteur financier au niveau individuel nourrit ce dérèglement climatique, et au niveau du régulateur se poser la question aussi de comment pour les banques centrales ils peuvent revoir leur politique monétaire ou prudentielle pour inciter et désinciter le financement de certaines pratiques. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut vraiment aller vers une logique impact. Nous, à Reclaim Finance, soyons très clairs, la logique risque, elle ne nous intéresse pas puisque on attrape les acteurs financiers dans une logique vraiment de prévention du dérèglement climatique et des conséquences que ça va avoir sur des millions de personnes. Sauver telle ou telle banque, ce n'est pas notre enjeu. Donc on est vraiment sur une logique impact et c'est du coup ce qu'on porte dans nos campagnes. Lorsqu'on rencontre les acteurs financiers, il est évident que si, petite cerise sur le gâteau, on peut parler d'un risque financier économique, on va le faire, mais on ne veut pas trop rentrer en vérité dans cette logique-là, parce qu'on le sait, sur le court terme, il y a toujours plein d'activités dégueulasses à financer qui rapportent beaucoup. Et donc finalement, on évite plutôt d'avoir cette approche-là, sauf si on veut éviter peut-être de faire peur à un financier qui n'a jamais vu une ONG de sa vie ou qui ne connaît pas le mot climat. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on va essayer plutôt de rentrer directement par la porte impacts sociaux, humains, environnementaux, climatiques, de manière déjà à convaincre notre interlocuteur, parce que notre interlocuteur, il appartient à la majorité de la population. La majorité de la population française aujourd'hui est concernée par le dérèglement climatique, est inquiète de l'avenir, notamment les jeunes, mais pas que, les parents aussi. Et donc, on va essayer de convaincre déjà cet interlocuteur. Et puis, bien entendu, lorsqu'on les rencontre, c'est l'occasion de leur dire, tous ces impacts-là, si vous n'agissez pas, ils vont être déballés au grand jour. Donc, vous allez quand même avoir un coup sur votre réputation d'acteur engagé dans la transition énergétique. Et donc, on a eu toute cette discussion, notamment sur l'impact et versus le risque, sur la question du charbon. Parce que si vous regardez les premières politiques d'exclusion adoptées par les acteurs financiers sur le secteur du charbon, vous êtes dans une logique purement de prévention des risques. Vous avez des acteurs financiers qui excluent les entreprises qui ont plus de 30 à 50% de leur activité dans le secteur du charbon. Sauf que 30 et 50%, c'est des valeurs complètement relatives. Vous pouvez avoir une petite entreprise qui fait que du charbon, mais qui a un plus petit impact que Glencore, qui est le 9e plus gros producteur au monde de charbon, mais qui fait que 20% de son activité dans le charbon, parce qu'ils font plein d'autres choses. Et donc, vous n'allez pas du tout avoir une logique par l'impact, vous avez vraiment une logique par le risque. Et de la même manière, avec une logique par le risque, vous allez éviter plein d'entreprises qui aujourd'hui ne sont pas trop en proportion actives dans le secteur du charbon, mais sont activement en train de construire des nouvelles centrales
qui sont là pas pour durer une journée ou deux, mais qui sont là pour durer 40 à 50 ans. Au début, on parlait que les critères financiers adoptés par les acteurs financiers étaient purement sur des critères proportionnels. Et puis petit à petit, à partir de 2017, AXA a commencé à dire, en fait, jusqu'à présent, on n'a regardé que l'impact sur notre portefeuille. Maintenant, on va regarder notre portefeuille, comment il impacte le climat. Et donc, on va dire plus de charbon, plus de nouveaux charbons. Donc, les entreprises qui développent des nouveaux charbons, c'est fini. Et puis, petit à petit, il y a eu les banques Crédit Agricole qui s'y est mis, AXA sur son portefeuille d'assurance. Et puis, aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de gros acteurs financiers au niveau international, y compris les gros français, qui ont exclu toutes les entreprises qui développent de nouveaux projets. Et là, on est vraiment sur une logique purement d'impact, parce que potentiellement, ces entreprises peuvent absorber des coûts liés ou des risques liés au carbone. Ouais. Et un effet boule de neige qui est positif, mais qui va pas assez vite. On a noté. Tout à fait. Et peut-être juste un dernier point, ça n'aurait pas été possible sans une base de données qui a été mise à disposition des acteurs financiers et qui leur permet d'identifier concrètement ce qui se trouve dans leur portefeuille. Parce Une base qu'au de données début, open source, du coup. c'est open source et c'est vrai que ça a permis d'aller au-delà de l'image que une entreprise charbon, finalement, c'est celle qui fait 100% de production de charbon. Non, finalement, vous allez avoir des entreprises, même Petro-Vietnam, voilà, comme son nom l'indique, Petro, c'est plutôt de pétrole, mais cette entreprise va construire des centrales à charbon. Et ça, c'était quelque chose qui, dans les classifications internationales, n'était pas du tout pris en compte. Et donc là, on a un nouvel outil open source fait par une ONG qui a su convaincre plus de 700 acteurs financiers, y compris l'IFC de la Banque mondiale, qui est recommandé par les régulateurs français et qui est utilisé par énormément d'acteurs, y compris de la place, pour opérer des vrais changements dans leur portefeuille d'activité. Merci, bravo aussi. Peut-être je reviens sur très opérationnel par rapport à ce qu'on vient de dire à la fois avec Lucie et Christophe. Qu'est-ce que vous, Philippe et Awa, vous avez comme vision aussi pour votre entreprise, à la fois de ce que vous avez envie de mettre en place demain et de ce que vous espérez qu'il puisse se mettre en place? Alors nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans le monde du recrutement et de l'emploi. Et c'est un monde extrêmement dynamique et en pleine mutation. Et cette demande de flexibilité dont j'ai parlé au début, elle n'est pas que du côté entreprise, elle est aussi du côté talent, du côté travailleur. Et je parle de travailleurs parce que c'est au sens large, ça peut être des salariés, des intérimaires ou des indépendants. Ces travailleurs, aujourd'hui, sont en demande de flexibilité également. Et ce qui se passe, c'est que comme on est sur un secteur qui est extrêmement dynamique avec énormément de changements, il y a énormément de business models qui se créent autour de ça, de start-up. Et nous, chez Bruce, ce qu'on croit profondément, c'est que ces nouveaux modèles et cette demande de flexibilité, elle ne doit pas se faire au détriment du travailleur, donc, du salarié ou de l'intérimaire ou des indépendants, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver sur des modèles qui ne sont pas du tout protecteurs parce qu'il y a une demande de flexibilité. Quand on crée ces modèles-là, nous, ce qu'on croit, c'est qu'au-delà d'une analyse sur le chiffre d'affaires ou la rentabilité de l'entreprise, ce qui doit être pris en compte, c'est aussi le bien-être du salarié, la protection, et être sûr que ce ne sont pas des modèles qui peuvent être détrimentaux d'un point de vue social ou même sociétal, parce que ça crée de la précarité et également peu de protection pour les salariés. Donc je pense qu'en termes d'indicateurs, c'est aussi des choses à regarder de plus près. C'est sur ces nouveaux modèles, est-ce que ces modèles accompagnent réellement le salarié ou le travailleur du moins et l'aident à aussi grandir et rester dans cette flexibilité qui est recherchée. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise ou dans une fonction pour y rester le restant de ses jours, mais que les carrières, elles sont plus linéaires et qu'on a envie de changer et que quelque part, ça doit aussi se faire avec un minimum de justice. Merci. Je verrai deux aspects. Il y a le premier qui est en interne, pour ce que je disais tout à l'heure, le comité de pilotage sur la mission. Il a pour objectif d'objectiver un peu des choses qu'on fait de manière un peu intuitive, le trépied, les critères croisés de décision. Aujourd'hui, c'est pas forcément toujours basé sur des indicateurs chiffrés, et on n'a pas forcément toujours non plus la connaissance exacte de notre performance à un moment donné. Donc développer nos indicateurs, ça reste un gros travail, parce qu'on a plein d'autres choses à faire, donc on progresse là-dessus. Et ça, c'est un premier aspect d'avoir ces indicateurs, de les diffuser, de les transmettre aux différentes équipes pour qu'elles se les approprient. Le deuxième, c'est par rapport à nos clients. Nous, on vient avec des boîtiers connectés qu'on met sur les équipements. Alors, ils sont très utiles au départ pour faire une meilleure maintenance, pour
mesurer la performance des équipements, faire de la maintenance prédictive, etc. Mais ça va aussi avoir la capacité à collecter beaucoup de data pour gérer la performance énergétique, par exemple, et pour gérer l'efficacité d'un immeuble d'un point de vue environnemental. Et là, on a vraiment une offre à développer pour les clients qui, elle, va être également très concrète, mais c'est toute une batterie d'indicateurs à développer qui va se développer également avec l'expérience et l'enrichissement de la data. Ça, c'est un deuxième aspect important pour nous. On n'y échappera pas parce que nos clients commencent déjà, dans des appels d'offres, à être extrêmement exigeants sur cet aspect-là, à demander beaucoup de choses. Ils ne trouvent pas tellement sur le marché ce qu'ils chercheraient idéalement à avoir parce qu'ils ont aussi cette pression du chiffre, du reporting, des indicateurs. Et ils sont un peu désarmés, donc on sent beaucoup d'attentes par rapport à des acteurs comme nous. Donc clairement, pour gagner des appels d'offres aussi, dans notre métier, c'est un sujet sur lequel il faut être présent. Et c'est la même chose pour les investisseurs. Les investisseurs également. Une fois, j'ai eu une expérience, j'ai rencontré les représentants d'un investisseur d'un fonds d'impact, donc les LPs, là, qui représentaient un family office d'un très grand groupe pharmaceutique. On a eu 2 ans d'entretien, on n'a parlé que d'indicateurs d'impact. C'était des financiers, hein, on n'a parlé que d'indicateurs d'impact. Il n'y avait que ça qui les intéressait. C'est un bon indicateur. Donc c'est un indicateur, et dans les levées de fonds, alors pour les startups qui ont la chance de pouvoir choisir leurs investisseurs, ou en tout cas qui ont un petit peu plus de propositions que ce dont elles ont besoin, clairement, nous aussi, on va aller chercher des investisseurs que ça intéresse, qui sont ouverts à notre démarche. Et pour les salariés aussi, c'est un élément clé de la marque employeur. C'est-à-dire qu'on recrute sur des... Il y a une question de génération, puis il y a une question on est sur des populations, sur le recrutement, de gens extrêmement sensibilisés à toutes les dimensions de l'ESG. Le E, le S et le G les intéressent énormément, donc on a besoin d'être au top sur ces sujets-là. Peut-être du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, est-ce que, et je te laisse la parole peut-être pour continuer, est-ce que tu penses que la start-up, elle a un rôle à jouer justement dans l'intégration de ces indicateurs ? Est-ce qu'elle a plus de je suis pas sûr qu'elle ait plus un rôle à jouer que quiconque. Je pense que des très grands groupes qui sont dans le charbon ont un rôle à jouer beaucoup plus important qu'une start-up, parce qu'ils ont déjà un impact beaucoup plus important. Mais en revanche, ils n'ont pas d'excuses pour ne pas le jouer. C'est-à-dire que les startups. Oui, les startups n'ont pas d'excuses. On arrive avec d'abord, comme je disais, il y a un point de vue générationnel. On a la chance d'avoir des boîtes qui sont gérées, fondées par des gens qui ont compris les sujets. Il n'y a pas besoin de se faire violence pour comprendre. Et ça ne veut pas dire que toutes les startups sont complètement sensibilisées au sujet ESG. Hein. Elles construisent à partir de zéro. Donc elles peuvent, dans leurs outils, dans leur système, elles peuvent construire quelque chose qui va transformer leur secteur d'une manière ou d'une autre sur ces dimensions-là aussi. Et puis elles peuvent mettre ça dans leur ADN dès leur création. Donc je ne sais pas si elles ont plus un rôle que d'autres entreprises, mais elles ont une vraie responsabilité parce que, comme je disais, elles n'ont pas d'excuse de ne pas le faire, quoi. Merci à tous les 4. On va malheureusement arrêter. Le temps nous est contre nous. On va malheureusement arrêter la discussion et je vais prendre des questions. Je vous avais dit, on va avoir des temps de questions un peu différents cette fois-ci. Sur la plateforme Uzbek Erika, on a une fonctionnalité qui s'appelle le SOS. Et donc, on invite notre communauté à nous poser des questions. Et là, on les a invités à nous poser les questions qui les intéressaient sur le sujet. Donc, j'ai pu trouver ces questions-là et peut-être que vous pourrez y répondre. Quelles entreprises sont soumises à l'obligation d'intégrer une déclaration extra-financière à leur rapport de gestion ? Je ne suis pas juriste, hélas, je le déplore, hein, j'adorerais être juriste. Mais en revanche, je me permets de détourner cette question. C'est très bien d'être soumis à une obligation de publication d'un rapport extra-financier. Et on peut taper sur la compta. Mais la compta, c'est le seul système d'information de l'entreprise qui est audité de manière indépendante. Donc, on a une validité des informations comptables parce qu'il y a un expert comptable, un auditeur qui dit « oui, c'est OK, ça suit bien les normes ». On n'a pas ça actuellement, pas de manière satisfaisante sur les informations extra-financières. Donc, on a plein de greenwashing. Dans les grandes villes, il y a une obligation légale que les voitures individuelles n'empruntent pas les couloirs de bus. Ça, c'est l'obligation légale. La pratique est différente. Donc, voilà ma réponse sur une vigilance, sur non pas tellement...
ont-elles l'obligation ou pas, mais quelle est la qualité des données? Peut-être pour compléter, d'abord pour la première, aujourd'hui il y a quand même en tout cas au niveau du secteur financier, il y a tout un mouvement pour faire du reporting, pour prendre en compte les risques climatiques, etc., notamment à travers le TCFD, et les acteurs asiatiques, en tout cas japonais, etc., font partie de cette dynamique-là. Au niveau de ce qui se passe en France, l'article 29 va quand même pousser beaucoup plus d'entreprises à faire un reporting extra-financier que ce qui était le cas avec la précédente loi. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, encore faut-il avoir les moyens de le faire. Déjà, l'article 173 pour les acteurs financiers n'était pas appliqué ou mal appliqué. La moitié des acteurs, des gros acteurs, n'appliquaient pas les demandes, ne répondaient pas à toutes les demandes d'information. Et lorsqu'ils répondaient, la plupart des fois, ils répondaient à côté de la plaque ou ils ne répondaient pas de manière satisfaisante. Donc on a un gros enjeu là-dessus. Mais il ne faut pas tomber dans l'idée non plus que le reporting, dans tous les cas, même s'il était merveilleusement bien fait, suffirait à entraîner un passage à l'action. Hein. Il y a, pour nommer un cas, Crédit Agricole calcule son empreinte carbone depuis bientôt 10 ans. Bon, ça ne les a pas poussés à réduire leur financement aux gros secteurs de l'économie qui sont les principaux moteurs de la hausse des émissions à partir de leur portefeuille. Il y a quand même des notions à prendre en compte. Oui, on va faire plus de reporting, mais encore faut-il qu'il soit satisfaisant et qu'on ait les moyens de le faire. Point un peu important aussi, aujourd'hui on a des équipes dans les entreprises ou chez les acteurs financiers qui sont pourtant de taille assez conséquente et qui passent une bonne partie de l'année à faire du reporting. Et du coup, c'est tout un temps qui n'est pas consacré à se poser les bonnes questions sur où est-ce qu'on peut déjà agir sur à partir des connaissances que nous avons déjà à disposition. J'ai une question pour Christophe. C'est vraiment pour Christophe. Quel est ton avis sur la valorisation extra-financière des startups à impact, relation avec la valeur immatérielle? Moi, je suis un vieux. J'ai fait ma thèse au siècle dernier et ma thèse de doctorat au siècle dernier portait sur les investissements immatériels et leur valorisation. Donc, bon, c'est un peu un serpent de mer. C'est un sujet récurrent. Il est évident que les actifs immatériels et les indicateurs extra-financiers ont une influence forte sur la valorisation des startups à impact. La question que se posent les financiers classiques, c'est comment on évalue, c'est-à-dire comment on estime, comment on quantifie. Mais il y a des pistes extrêmement intéressantes. Je vous cite juste, pour répondre à la question de ce sympathique internaute, je vous cite juste un exemple d'une petite start-up que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Wikipédia. Wikipédia est une start-up qui n'a pas d'actionnaire, elle n'est pas financée par des banquiers, elle ne reçoit pas de subventions. Tout ce qui fait tourner Wikipédia, ce sont les dons des utilisateurs. Et il y a des économistes américains qui ont interrogé des familles américaines en leur disant « Est-ce que vous utilisez Wikipédia ?» « Oui. » « À votre avis, ça vaut combien ce que vous utilisez dans Wikipédia ?» Donc on ne leur a même pas demandé combien vous seriez prêt à payer pour un abonnement. Ça vaut combien? La valeur d'usage. La famille américaine moyenne dit « ça vaut $150 par an ». On multiplie par la population. On obtient une valeur d'usage, c'est-à-dire un revenu annuel de 42 milliards de dollars par an. Après, on peut appliquer un multiple de valorisation ou faire des cash flows actualisés. Mais ces indicateurs extra-financiers, on peut les quantifier par une valeur d'usage et revenir sur un schéma très classique de valorisation d'entreprise. Au regard du faible emploi en France des plus de 45 ans, comparé à d'autres pays européens, comment s'assurer que la mesure de la diversité intègre bien le critère de l'âge? Nous, ce qu'on fait en termes de recrutement, ce qu'on essaie au maximum, que ce soit sur la rédaction des offres, qu'elles soient rédigées de façon le plus inclusive possible. Il y a aussi ce qu'on fait énormément, la base de ce qu'on fait, c'est aussi un recrutement par tout ce qui est intelligence artificielle. Donc nous, on ne prend pas en considération des critères qui peuvent être discriminants, hein, en parlant de Bruce plus spécifiquement, mais on se base plus précisément sur les compétences pour pouvoir faire ce matching avec les missions. Et je pense qu'à partir du moment où dans un recrutement, on ne prend pas ce critère d'âge, et c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de discussions autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement, mais ça permet en préqualification de pouvoir laisser passer des CV qui ne seraient pas passés, parce qu'on a tous des biais cognitifs au départ, que ce soit sur l'âge,
Ça peut être vous êtes trop jeune pour ce poste ou vous êtes trop âgé pour cet emploi, de passer ces filtres et de pouvoir arriver à un stade entretien où on peut plus défendre sa candidature et être face à des recruteurs comme nous, on a chez Bruce, qui sont formés à ces techniques de recrutement non discriminantes. C'est ce que je peux répondre à cette question. Très bien, merci. Merci à vous. Totem, c'est terminé aujourd'hui en live. En tout cas, les gens qui sont assis dans les gradins, restez avec nous. On va prendre vos questions dans une minute. Juste le temps que je conclue pour les gens qui nous suivent sur Livestorm. Merci beaucoup à tous. Merci Awa, merci Lucie, merci Christophe, merci Philippe. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci aussi à Claire Dubois-Louveau et Mathilde Léré de la BPI qui travaillent avec moi sur les totems. Et merci à mon ami et mentor Thierry Keller qui m'a encore une fois donné sa place sur ce totem dans l'animation. Et nous vous retrouvons, je répète, le 24 novembre pour le prochain, avec toujours sur la finance, avec un axe un peu différent. On sera sur quel avenir pour la fonction finance post-crise. Voilà, merci beaucoup et à bientôt du coup sur Livestorm ou en vrai si vous voulez nous rejoindre la prochaine fois le 24 novembre. Donc.